Bonjour à tous, nous sommes donc quasiment arrivés au terme de ces 3 jours de colloque organisés à l'UNESCO sous l'égide du CERAS et de l'OIT autour de cette question. Quel travail pour une transition écologique solidaire? Alors c'est bien sûr, et vous en avez parlé tout au long de ce colloque, une question cruciale pour laquelle il est nécessaire de penser en même temps en synergie urgence sociale et urgence environnementale. Pendant un peu moins d'1 heure, on va reprendre cette question à l'aune du manifeste pour un travail décent et durable qui vient de nous être présenté, fruit, je le rappelle, d'une recherche, action internationale de 2 ans avec une trentaine de structures partenaires, ONG, associations, syndicats, centres d'action sociale et mouvements. À la fin de cette table ronde, nous ménagerons entre 15 et 20 minutes de questions avec vous qui êtes dans cette salle. Alors pour réagir et commenter les enjeux de ce manifeste pour mettre en œuvre cette double et unique transition écologique et solidaire, 3 intervenants que je vous présente sans plus tarder. Dominique Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. J'ajoute que vous avez fondé l'association Esprit civique, qui est un cercle politique à l'interface de la société civile et des décideurs politiques qui s'inspire du courant personnaliste. Alors, je vais présenter les 2 autres intervenants dans un instant, mais j'aimerais vous poser une question introductive et je poserai la même question aux 2 autres intervenants. Comment ce thème qui nous occupe, celle de la transition écologique et solidaire, et rapporté particulièrement au travail, marque vos engagements très rapidement, Dominique Potier, en introduction. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. C'est un immense honneur, c'est un privilège que de participer à ces travaux de conclusion. Je pense que je partage ça avec mes 2 collègues et amis. Moi, j'ai envie de dire 2 choses. J'aime bien le fil historique. Et je viens d'un département, la Meurthe-et-Moselle, d'une région, la Lorraine, qui a été marquée par, il y a exactement 2 siècles, je relisais certains de ces travaux, de l'infamie à imposer aux négriers. Je pense à l'abbé Grégoire, député de la Constituante, qui avait combattu l'esclavage moderne et qui avait décrit quasiment tous les mécanismes de responsabilité mondiale dans cette chaîne d'esclavage. Et je repense, il y a 2 pas de là où je vis comme paysan et comme membre avec ma famille. Je pense à Georges Guérin, fondateur de la JOC, qui est né, qu'on a fêté il y a peu sur notre territoire, et qui en 1929 fonde la JOC avec ce fil conducteur qui est celui que la vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. Voilà les 2 héritages que je porte aujourd'hui, avec une sensibilité très forte à la jeunesse telle qu'elle vit aujourd'hui, telle que je la vois vivre et telle que je dialogue avec elle. Il me semble qu'elle porte particulièrement le souci d'une double fragilité de l'humanité aux 2 sens du terme. La dignité de la personne et la maison commune, la terre. Et nous savons aujourd'hui un peu comme une évidence à quel point sauver la terre est la condition de la dignité humaine. Je crois que le chemin politique que nous avons à faire ensemble et que vous avez initié par vos travaux, c'est celui de voir comment, en réparant l'homme, en établissant la dignité humaine, nous pouvons contribuer à sauver la planète. Philippe Portier, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes secrétaire national à la CFDT, en charge de différentes responsabilités, la politique économique, dont l'économie sociale et solidaire, mais aussi le développement durable et plus généralement les questions concernant la transition écologique. Alors l'inscription du travail dans cette perspective de la transition écologique et solidaire, c'est au cœur de votre engagement syndical? Oui, enfin, j'ai presque envie de dire que à la CFDT, c'est génétique. Dans le sens où, dès la constitution de la CFDT, en 1964 et juste après, dans les années 70, au début des années 70, il y avait déjà une réflexion autour de ces questions-là. Il y a un ouvrage qui a fait un peu référence chez nous, qui s'appelait « Les dégâts du progrès », hein, et qui déjà, à cette époque-là, mettait en avant que voilà, on ne pouvait pas continuer en consommant plusieurs planètes, et que forcément le développement et la croissance à l'infini c'était une utopie, et qu'à un moment donné il faudrait adopter un mode de développement qui soit le développement durable. Alors quand on parle transition écologique solidaire et quel travail en découle, c'est vraiment le cœur de la réflexion de la CFDT depuis de nombreuses années, et là c'est au cœur de notre projet politique. Luc Kortebeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes un syndicaliste belge engagé pendant toute votre carrière au sein de la Confédération des syndicats chrétiens, dont vous avez été le président. Depuis 2017, vous êtes le président du conseil d'administration de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Alors, depuis quand
L'OIT réfléchit-elle sur cette double exigence environnementale et sociale du travail et comment s'engage-t-elle sur ces questions de transition? Peut-être je voudrais aussi commencer avec ma jeunesse, donc j'étais à la JOC et par après je suis venu donc à la CSC, la Confédération des syndicats chrétiens, qui est la plus grande confédération syndicale en Belgique. Et donc c'est toujours, je pense que les deux éléments qui ont toujours joué dans notre mouvement en général, c'est l'individu et le respect pour l'individu du travailleur, mais d'autre part aussi pour la collectivité des travailleurs. Et ce n'est pas seulement l'élément matériel, mais aussi les autres éléments d'épanouissement qui ont toujours joué un rôle dans notre travail, dans notre vie. Et par après, on m'a demandé de devenir le président du groupe travailleur à l'OIT. Et par après, on m'a élu comme président. Et donc, c'est fini maintenant. C'était l'année passée. Mais d'autre part, je suis aussi membre de la Commission mondiale pour l'avenir du travail. Alors, je voudrais aborder avec vous, pendant le temps de cette table ronde, les 5 points principaux qui figurent dans le manifeste que vous avez reçu pour un travail décent et durable. J'aimerais reprendre ces quelques lignes qui introduisent ces thèmes dans ce manifeste. Nous demandons collectivement à toutes les parties prenantes de défendre et de promouvoir l'existence d'un travail dignifiant pour tous, maintenant et pour les générations futures. Cette revendication pour un travail décent et pérenne requiert que la dignité humaine, la justice sociale et environnementale, le souci du bien commun, la qualité du travail et la solidarité sociale et écologique soient respectés. Alors nous allons passer en revue chacun de ces thèmes, en commençant par le premier, la dignité humaine. Alors qu'est-ce que signifie, selon vous, promouvoir la dignité humaine au travail? Et pour reprendre le texte du manifeste, promouvoir un travail dignifiant. Dominique Potier. J'étais interpellé par le terme dignifiant qui m'a... Il y a quelque chose de dynamique. Il y a une dynamique, tout à fait, oui. Et je veux bien, je le fais bien volontiers, même si passer la surprise. Qu'est-ce qui est dignifiant aujourd'hui? Quelle est cette dynamique? Moi, comme toujours, je suis revenu un peu à des sources philo de manière très approximative. Je sais sentir. Et j'ai repensé à ce que nous dit Ricoeur de la vie bonne. L'estime de soi, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Et il me semble que cette estime de soi, qui est le fruit d'une œuvre accomplie, le sentiment à la fin de la journée d'avoir fait son travail, à la fin d'une vie d'avoir contribué à une réalisation de service d'un bien dans un lieu ou à l'échelle de la planète, est quelque chose qui est constitutif de la dignité humaine. C'est-à-dire que le désœuvrement comme une absence de dignité et l'œuvre, la participation à l'œuvre comme une dignité. Ricoeur nous dit qu'elle se fait avec et pour les autres, dans des communautés territoriales, dans des communautés, dans différentes tribus humaines et communautés humaines, dont l'entreprise est un des lieux, entreprise publique, entreprise privée, un des lieux de cet épanouissement, mais qu'il y a une régulation qui est supra-communautaire, qui est celle de la justice, qui donne des limites au nom de quoi? Au nom de la vie qui est permise pour tous dans l'accès à la dignité. Autrement dit, si on lit de façon circulaire la pensée de Paul Ricoeur et qu'on la conduit à la question de la dignité du travail telle que vous la posez, à mon avis, elle vient lui donner son plein sens. La dignité du travailleur dans le travail est acquise dès lors que son propre engagement avec pour les autres contribue à la dignité des autres. Une dignité qui n'est pas seulement celle de la décence du travail, mais du sens du travail qui est donné, la capacité. J'ai été très frappé, expérience personnelle, on va quitter Ricoeur pour revenir à ce que j'ai vécu lundi dans un établissement, un IME avec un ESAD, un monde du handicap, et j'avais en face de moi, pour m'accueillir, 2 jeunes personnes en situation de handicap qui m'ont parfaitement expliqué le sens de leur boulot, les travaux qu'elles avaient entrepris pour moderniser leur entreprise, quelles étaient, dans quelles relations ils avaient, qui avait autorité, comment se régulaient les conflits. Et je me suis dit, le fruit de cette pédagogie et de ce choix-là dans cet établissement spécialisé est une vraie école pour l'ensemble de l'économie. Et elle montre qu'elle est accessible à tous, si tant est qu'on se donne les besoins. La dignité est effectivement un processus. J'aimerais, Philippe Portier, que vous arrêtiez également sur cette dimension dynamique de la dignité au travail. Et je vous pose aussi la question suivante. Comment la dignité humaine pourrait être davantage au cœur de l'organisation du travail? Alors, on a
un rapport assez ambivalent avec le travail. Un, parce qu'effectivement, il peut être source d'émancipation des individus. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche à faire dans nos entreprises et dans nos administrations. Mais il peut être aussi sujet à des grandes problématiques pour l'humain. Moi, j'ai en tête une femme mineure du Chili qui expliquait que les enfants ne souriaient pas chez elle, tout simplement parce que l'eau était polluée et ils perdaient leurs dents. Ça, je vais vous dire, ça m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que le travail peut être source d'épanouissement, effectivement, mais il peut être aussi source de grands malheurs. Donc on a un rapport un peu ambivalent au travail. Nous avons fait une enquête en France. On a eu 200 000 répondants. Cette enquête s'appelait « Parlons travail ». Et dans cette enquête, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que 3/4 des réponses nous disaient « j'aime mon travail ». Donc il y a un vrai attachement au travail. Il faut, je crois, remettre les choses à leur place, parce que souvent on a l'impression que c'est l'inverse, mais il y a un vrai attachement à son travail. Par contre, ce qui ressortait fortement également, quasiment 3 réponses sur 4, c'était de dire « mais je veux pouvoir décider des conditions dans lesquelles j'exerce mon travail ». Et ça, je pense que c'est au cœur de la transformation qu'on a à faire au niveau de l'organisation du travail, de manière à ce que l'individu ne soit plus une source productive qui doit se taire, qui doit laisser sa citoyenneté à l'entrée dans l'entreprise ou de l'administration, mais un être à part entière qui peut élaborer avec et co-construire avec sa hiérarchie les processus du travail. Alors, ça touche la question de la liberté. J'aimerais maintenant vous laisser la parole, Luc Kortebeck. Comment concrètement exercer sa liberté au travail? Et je cite le manifeste, « Un travail décent, par opposition à l'esclavage, respecte la liberté humaine et l'autonomie ». Ok, merci. Donc, mais je vais parler maintenant en anglais parce que nous avons mené les discussions en anglais. Et donc, il s'agit de notre rapport que nous avons discuté, négocié dans la Commission mondiale pour l'avenir du travail à l'OIT. Ce ne sont pas seulement les membres de l'OIT, les 3 groupes, employeurs, travailleurs et gouvernements qui ont participé, mais aussi des personnes du monde entier, de toutes les sciences, etc. Et je pense qu'il y a des éléments qui sont intéressants. So let's speak about some of the guiding principles. And what's very clear is that labor cannot be a commodity. It's not only about material well-being, but it's also about spiritual development in conditions of freedom and dignity, and economic security and equal opportunity. And we think that a lot has been realized already, but a lot remains to be done to renew and to strengthen in fact, the social contract, because we think that the start of the ILO was the most ambitious social contract ever, and a lot has to be done for the future. And for this, we think, for example, we make 10 recommendations, and within these 10 recommendations, I'm taking 2 for this moment, and that's the human in command approach, not technology in command approach, the human in command approach. So that's one, and another is also we are not panicking about the quantity of work, maybe a lot more about the quality of work, but it comes back later. But about the quantity, we think that with all the needs we have in the world, for care, for example, but also within the rural economy, also for climate change and so on, we think that with all the needs we have, it is possible to go to full employment, and not on all the conditions. We don't have to accept full employment in all conditions. That's what we will discuss later on. So I think, and we think as Commission, that human dignity can be a compulsory criterion. The question is only how to work with this. For example, if we consider trade agreements, the question afterwards is, and it's about social issues, and it's about environmental issues, then the question after is, who will decide,
who will decide about compliance or not compliance. Will it be the WTO? Will it be the ILO, or will it be private companies? This is one of the discussions we have there. And of course, what you are mentioning in your manifesto is also, and I understand what you mean with this, decent wage should not be a subject of negotiation. I understand what you want to tell with this. Everyone has a right to a decent wage. But believe my experience of 47 years at this moment, rights are never given. They are never given. You have to fight for them. Otherwise, you will not succeed. I think this is important to tell, and this is my experience in Belgium, this is my experience in Europe, and also at a world level. I think also, and I will stop with this for now, I think that we, and I know the difference between the ILO on work and also the church, what the church is telling, Catholic Church is telling about work. I know it very well. I can see the difference, but what we are telling now as a commission is it's not only the work we know with contracts and so on. We have the informal economy, and we need to formalize this informal economy. A lot of work is not known, and also we need to respect all the work that is done in households, for example, that's made for care. And we need to find the way to respect also this kind of work. So I think that we are coming as ILO, and also the Catholic teaching, that we are coming nearer to the same point. Alors justement, peut-être essayons d'aller un petit peu plus loin dans ce rapprochement, cette association possible entre doctrine sociale de l'Église et puis doctrine telle que la promeut, même s'il y a beaucoup de points communs, l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Peut-être vous qui êtes nourri de cette doctrine sociale comme homme politique, Dominique Potier, vous pourriez nous dire un mot là-dessus, en quoi finalement la dignité du travail, c'est une notion qui peut être approfondie par cette doctrine sociale de l'Église et peut-être par tel ou tel point bien précis. Je pense à celui de subsidiarité, mais il y en aurait d'autres. Oui, je voudrais peut-être profiter de cet instant sur le lien entre la vie politique et les travaux de recherche que vous faites ici, de dire à quel point ils sont précieux, presque par comparaison. Je participe à plusieurs fondations, à plusieurs travaux, à une vie politique qui est, vous savez à quel point elle est chaotique en ce moment, et on a une carence de la pensée qui est extraordinaire. Et moi, je le disais tout à l'heure aux organisateurs, vos travaux pour le CERAS ENCO, qui sont plutôt dans le registre des eaux souterraines ou des réseaux, apparaissent aujourd'hui dans le désert de la pensée anthropologique et politique comme un jaillissement, comme une source qui peut être extrêmement féconde. Moi, je repars avec ce manifeste pour le distribuer à droite et à gauche de la place où je serai dans l'hémicycle tout à l'heure, avec une vraie conviction que vous avez formulé non pas les solutions, mais la source peut-être du questionnement qui peuvent permettre de reformuler les propositions. Or, ce n'est pas neuf, mais c'est formulé à frais nouveaux, dans un contexte contemporain, une modernité qui est parfaitement appréhendée. Voilà. Alors, moi, je crois que ça fait écho à deux dynamiques que je voudrais rapidement évoquer. La première, c'est le besoin de repenser l'entreprise comme l'ont esquissé, pas esquissé, mais formulé avec beaucoup de talent, l'école des Bernardins, la Cato de Paris, depuis maintenant 10 ans, dans un cycle qui a duré presque donc une décennie, et qui ont permis de repenser l'entreprise comme acteur politique du XXIe siècle, et qui ont réfléchi à la fois à la reconception de l'entreprise en son sein et à ses rapports avec la communauté extérieure et au-delà des frontières nationales. Et ces travaux-là, que vous reprenez sous d'autres angles qui s'enrichissent mutuellement, sont extrêmement précieux dans au moins deux champs que je voudrais évoquer. Tout d'abord sur le besoin, l'urgence d'en finir en termes de justice avec la grande déformation de la valorisation de l'actionnariat par rapport au monde du travail, qui est le trait des 3 dernières décennies.
Nous sommes sur un aveuglement idéologique, sur un hubris, sur une sorte de démesure totale. Et il faut redire que la décence est d'abord un rééquilibrage entre la valeur du capital et celle du travail. Je sais que ce langage peut paraître suranné, mais nous avons vécu avec une complicité idéologique incroyable cette grande déformation de la valeur. Et deuxièmement, il y a eu au sein du monde du travail une autre déformation qui est une explosion des écarts de rémunération. Alors il faut dessiller les yeux, il faut redire avec force que, en gardant la même compétitivité de l'entreprise, la même capacité à être présente sur le monde, sur les marchés concurrentiels, etc., nous pouvons avoir un rééquilibrage de la valeur entre le capital et le travail, mais également entre les salariés. Je portais, pour notre part, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres essais politiques, une proposition du facteur 12 que Gaël Giraud avait théorisé avec Cécile Renoir et que nous traduisions d'une manière très constitutionnelle en disant qu'au-delà de 12 fois un salaire, qui était un maximum, ce n'était plus une charge, mais un privilège qui ne pouvait plus être constitutif d'une fiscalité de l'entreprise, mais considéré comme un revenu au-delà de ce. C'était une mesure de rien du tout, mais qui n'était pas acceptable dans l'état actuel. Donc on a encore une bataille culturelle à faire aujourd'hui. Et cette bataille sur les écarts de salaire, elle est intéressante au-delà de rééquilibrer et de faire justice entre les travailleurs. Mais elle a une pédagogie de montrer leur interdépendance, de se rappeler que personne, quel que soit son génie, n'est capable sans la communauté des travailleurs. Et que son excès à lui-même crée une indécence ailleurs. Donc c'est bien cette dynamique-là. La deuxième, que je n'évoquerai pas, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est celle... je viendrai tout à l'heure. Oui, parce que justement, je voulais rebondir sur la notion de communauté, et on va terminer le premier point. J'espère qu'on arrivera à évoquer les 5 points, donc on va essayer d'accélérer un petit peu, mais justement sur cette dimension communautaire, puisque quand je reprends le manifeste, je peux lire ceci: la dignité ne peut être réalisée et protégée qu'au sein de communautés. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par là, et en quoi cette dimension, Philippe Portier, de solidarité communautaire, j'allais dire, est-ce qu'il peut participer à la dignification, je ne sais pas si c'est un néologisme, du travail. Philippe Portier. Je suis toujours surpris que, depuis le temps qu'on parle de travail, depuis le temps que les sciences sociales s'en préoccupent, il y a une dimension qu'on a assez peu explorée qui s'appelle la compétence collective. C'est-à-dire qu'on fait toujours, on dit par exemple en ce moment, les entreprises n'arrivent pas à recruter les bonnes compétences selon leurs besoins, malgré un taux de chômage élevé, mais on parle toujours de compétences individuelles. J'ai un exemple très précis qui date un petit peu, mais qui est bien parlant, qui est tout à fait dans le sujet de notre conférence. C'est une entreprise qui était à côté de Lyon, à Vénissieux, qui fabriquait des éléments de carburateur pour diesel, de pompe à injection pour diesel, pardon, et qui avait son site qui devait être déménagé en Tchéquie. Les salariés, notamment la CFDT qui était assez présente là-bas, n'ont pas voulu se résoudre à une fermeture de leur entreprise et ils ont forcé la direction à se mettre autour d'une table et à réfléchir à quel projet ce site industriel pourrait poursuivre. Et au fil des réunions, ils ont trouvé l'idée d'en faire une usine de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Et pour y arriver, il y a eu ce qu'on appelle maintenant un CV de site, un curriculum vitae de site, donc il y avait la dimension industrielle et économique, et une dimension très sociale, c'est-à-dire que ce qu'on a regardé, c'est essentiellement les compétences collectives. Tout simplement, en réunissant les salariés par groupe de travail, par atelier, par des salariés qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et de ça, on a ressorti quelle était la compétence collective de cette entreprise. Et grâce à cette compétence collective qu'on a pu faire ressortir, on a réussi à convaincre la direction qu'on pouvait très bien passer de fabrication de pompes à injection à diesel à une fabrication de panneaux solaires, sans beaucoup de formation pour les salariés et d'une manière assez facile. Et ça s'est effectivement très bien passé. Alors l'histoire est moins rose derrière, puisque il s'agissait de Bosch à abandonner le photovoltaïque, donc il y a eu d'autres soucis, mais voilà. Je pense que ça démontre très bien l'intérêt d'appréhender le travail collectivement et
sous forme d'une communauté, comme c'est inscrit dans le manifeste. Allez, on va passer au deuxième point, même si vous l'avez bien compris, si vous avez eu le temps de lire ce manifeste, en fait, chacun des points est en interaction, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment des liens entre chacun de ces thèmes. Mais passons à la justice sociale et environnementale. Le manifeste écrit ceci: la justice sociale et environnementale constitue l'un des principes les plus en danger au travail. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus, Luc Kortebek, sur les menaces qui pèsent sur le travail aujourd'hui dans la perspective de cette double exigence économique et environnementale. Yes, I think that it's a very important and a very good question, of course, because if we are looking to all discussions that we made within the Commission, then one of the outcomes was that climate change is the most important challenge for the Commission at this moment, for the world. And it's even more important than the digital challenge, because there will be no jobs on that planet. And I think, we think that this is important. But let's think about the different challenges. And we have to think together about the different challenges. Of course, we have the globalization. So the first question is climate change. Second question is globalization. I agree totally with the manifesto that a free market without rules doesn't work. But because we know that it created a lot of inequality, and I see in your manifesto that you're speaking about ecological inequality, that's very important, but it's more than this. It's not only inequality is not only a material problem. We know very well that the lower class, the lower middle class, that they feel that they are going backwards, not only materially, but also that they have less influence on society. And for them, the ecological problem is far away. We have to take them into account. I spoke already about the quantity of work. The quality of work will be really challenged, and we will come back on this. But the demography, let's think also about the challenge of the demography. In 2050, the working age of people will decline in Europe with 40%, and will go up in Africa with 12%, 2050. If we, at that moment, we will have 50% of the Africans, they will be under the age of 25. So migration, and you're speaking about the right to migrate if there are some climate problems, but migration is important also for different reasons. People are looking for work. We will see, we have to deal with this. And then we have to deal with the different business model. The actual business model, some of them, they're avoiding the responsibility of being an employer. The digital companies, they're surfing all over the world without paying taxes. And short-termism and the shareholder value model, these are the business models who are challenging our world. So, in fact, what we are pleading for is to look to all the 7 challenges together. It's not easy. To find a solution is very complex, but we have to do it in an integrated way. And I'm somewhat disappointed if we are looking to the green movement, who is not taking up sufficiently the social problem. And if I'm looking to the social movement, they are not taking up the other problems sufficiently. So we have to find really a balance between them. If we go for solutions, we need to go for a balanced solution with all these challenges. Et le manifeste d'ailleurs nous le rappelle, la justice sociale doit prendre en compte les inégalités écologiques. Dominique Potier, justement, est-ce que selon vous il y a une prise de conscience de cela et de la double peine que parfois subissent les personnes souvent en termes d'inégalité sociale et en même temps d'injustice environnementale et écologique? J'étais hier aux côtés dans un séminaire de la Fondation Nicolas Hulot et
il dialoguait avec son leader, dialoguait avec Claire Hedon, présidente de ATD Carmont, sur la question qui est la question centrale du débat public aujourd'hui, du lien entre la justice sociale et environnementale que vous abordez aujourd'hui. Et ce sur quoi tout le monde était d'accord, il y a une prise de conscience très forte, c'est chaque fois qu'on ne paye pas le prix d'un objet ou d'un service, c'est les pauvres qui en payent le prix. Systématiquement, au bout du monde ou ici, c'est eux qui en payent le prix, qui constituent ce jetable humain, ce jetable matériel qui a été identifié dans les encycliques comme une même destruction de notre humanité. Le gaspillage. On a parlé de culture de déchets. Tout à fait, c'est celui-là. Donc ça paraissait évident dans un lieu qui n'était pas a priori dans cette culture-là. C'est devenu aujourd'hui un langage commun. Alors, dans les chemins de sortie, une fois cette prise de conscience, quels sont les chemins de sortie possibles? Il y a bien sûr des éléments comme ceux que j'ai évoqués sur la juste rémunération, les écarts, la part du capital, la part du travail, bien sûr. Il y a des lois pour en fixer des limites. Il y a des processus internes à l'entreprise qui, à mon sens, sont trop peu évoqués dans votre manifeste. Peut-être que l'entreprise est l'angle mort du manifeste, trop l'angle mort de votre manifeste, même s'il est esquissé ici ou là dans tel chapitre. Mais à l'intérieur de l'entreprise, dans les dynamiques de l'économie sociale et solidaire, comme dans celle issue d'une véritable codétermination, il y a des mécanismes d'empuissancement, comme disent les Québécois, pour ne pas prendre le terme anglais, qui permettent à l'entreprise elle-même de trouver des régulations heureuses sur ces questions de justice sociale et environnementale. Mais il y a besoin qu'au-delà de l'entreprise et dans ses rapports avec l'extérieur, et au-delà même de la loi, il y ait des outils. Or, je voudrais attirer votre attention sur un point qui n'est pas évoqué dans votre manifeste et qui me semble une intuition découverte récemment et qui peut-être a un avenir. C'est celle des normes. Nous assistons depuis plusieurs décennies, mais il y a une accélération à une privatisation des normes. Des dernières sociétés de notation extra-financière sur la responsabilité sociale et environnementale a été rachetée par une entreprise multinationale américaine. C'est-à-dire que l'Europe ne dispose plus en son sein d'un système normatif permettant d'évaluer la responsabilité sociale et environnementale. Or, nous savons qu'une vision purement économique est une vision borgne, et nous savions que le reporting tel qu'il est fait par ces sociétés, qu'elles soient européennes, américaines ou japonaises ou chinoises, sont une vision floue, dans le sens où n'apporte pas de clarté. Or, cette clarté ne peut être apportée que par une dualité entre la puissance publique et la puissance privée. Je plaide profondément, et si je n'avais qu'une raison d'être venu ce matin, je plaide profondément pour que nous nous battions pour une réappropriation publique des normes. La norme, c'est répondre à la question de Ricoeur sur la personne, qu'est-ce qu'une vie bonne? Mais c'est également dire qu'est-ce que refaire société? Qu'est-ce que sauver la planète? Et ça, je refuse que nous en donnions le privilège aux puissances financières aujourd'hui, qui en feront de la propagande. Et si vous permettez que je donne juste le message qui peut être l'issue positive au-delà de la dénonciation, c'est que je pense que les parlements et à terme la communauté européenne, et à l'échelle, et plus tard à l'échelle universelle, nous devons être capables d'élaborer au-delà de la loi, c'est-à-dire des interdits. On doit ouvrir ce que vous avez appelé, dans les propos de Monseigneur tout à l'heure, le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est la contribution du génie de l'entreprise au bien commun, social et environnemental. Celui-ci doit être mesuré, déterminé par la démocratie, mesuré par des entreprises privées cautionnées par la puissance publique, certifiées par la puissance publique, et nous donnerions ainsi à la société, aux individus, aux personnes, la capacité à peser sur l'économie. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire ça? Moi, je rêve que nous ayons demain des entreprises vertes, oranges et rouges. Et je fais le pari que la génération qui vient, grâce à la révolution culturelle que vous contribuez à mener, choisiront de collaborer dans des entreprises vertes, choisiront de placer leur épargne dans ces mêmes entreprises et choisiront d'acheter les produits et les services de ces entreprises. Et nous aurons donné ainsi, de par la loi qui fixe des normes, la capacité à la société de transformer son économie, de se transformer elle-même. Ce champ des normes culturelles qui disent la vie bonne et la bonne société et la bonne planète ne peuvent pas laisser aux puissances privées. C'est une question fondamentale de démocratie. Alors comment trouver justement ces régulations heureuses? Pour reprendre l'expression de Dominique Potier, Philippe Portier, quels exemples vous pourriez nous donner dans cette matière en termes de justice sociale et environnementale? Est-ce qu'il s'agit de faire la promotion, par exemple, comme nous en parle le texte, d'une économie locale? Voilà, vous pouvez peut-être développer là-dessus sur d'autres points également.
Pour poursuivre ce qu'a dit Dominique, que je partage complètement, si on veut, enfin, le fait que les entreprises privées s'accaparent les normes, c'est un vrai danger. J'estime qu'il y a un autre danger aussi, c'est d'avoir, ce qu'on constate, hein, c'est que partout dans le monde, le management est du même type. Et ça, c'est un vrai danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le monde du travail et plus largement la société civile ne sait pas s'allier avec le politique pour contrer ça, on va avoir de graves difficultés, tout simplement parce que maintenant on voit des multinationales qui ont des ressources qui sont plus grosses que celles de certains États. Vous voyez, il y a vraiment un problème de pouvoir. Et donc si on n'arrive pas au fait que la société civile et le politique réfléchissent ensemble pour justement construire cette norme, pour faire barrage au développement des entreprises qui ne pensent que rendement économique, on n'arrivera pas à faire cette transition. Donc ça me paraît vraiment capital, sans jeu de mots. Et si on regarde un peu en arrière, dans les 30 Glorieuses, on avait une certaine alliance entre le travail et le capital. Alors c'était souvent comme dans un couple un peu compliqué, mais il y avait un gâteau à se partager. Hein, et bon gré mal gré, il y avait un partage des richesses qui se faisait. Et ce partage des richesses, il s'est décalé et maintenant c'est beaucoup plus décalé vers le capital que vers le travail. Donc on a une vraie problématique à solutionner. On voit bien que le syndicalisme seul n'y arrive pas. Et c'est pour cette raison qu'à la CFDT, on a, il y a quelques semaines, sorti ce qu'on a appelé le pacte de pouvoir de vivre. C'est 66 mesures qu'on a construites avec 19 organisations, associations, ONG, de manière à démontrer justement que transition écologique et justice sociale vont de pair. Pour nous, c'est pas une contrainte, la justice sociale. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. Parce que ça va demander de tels changements de comportement, de tels efforts à certains endroits, que ça ne pourra être acceptable qu'à partir du moment où on définit des contreparties pour les plus faibles qui soient de la justice sociale. Sinon, ça ne se fera pas. Donc, c'est pas comment on peut conduire la transition écologique en étant juste. C'est la transition écologique ne pourra se faire que si on va vers une transition juste. Alors justement sur cet équilibre, Luc Ortebec, un mot rapide et on passera ensuite au troisième point de ce manifeste qui est le souci du bien commun. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec mes deux collègues et je voudrais ajouter un point. C'est que la façon que nous mesurions notre économie, ce n'est pas la bonne voie. Hein, donc on mesure tout avec l'indicateur du PIB. Mais il faut regarder, donc c'est seulement le progrès économique. Si on regarde ça, en Afrique, donc il y a beaucoup de progrès, mais pas pour les gens. Donc il faut quand même d'autres indicateurs. Alors quels autres indicateurs, par exemple parce qu'il y a l'écologie, il y a l'inégalité et l'égalité, il y a tous les éléments qui sont importants, l'écologie, tous les éléments qui sont importants dans la société, pour la société, qu'ils doivent être mesurés pour savoir bien ce qui se passe dans l'une ou l'autre société. Alors le souci du bien commun, dans le cadre de cette table ronde, je vous le rappelle, hein, nous explorons la question du colloque avec en tête ce manifeste que vous avez sous les yeux, le manifeste pour un travail décent et durable. Souci du bien commun, donc c'est le troisième thème. Le bien commun, je cite le manifeste, compris comme étant le bien de chaque travailleur et, le bien de tous, doit être l'objectif du travail. Alors, comment vous comprenez cette phrase, Dominique Potier? Comment vous pourriez l'analyser en quelques mots? C'est l'une des affirmations assez centrales, il me semble, de ce manifeste. Peut-être rebondir sur les propos de Luc en 10 secondes. Ce qu'évoque Luc sur ces nouveaux indicateurs, ce que j'ai évoqué sur le label, ce qu'a dit Philippe, en fait, appelle à la création d'une nouvelle comptabilité. Au début du XXe siècle, la comptabilité a permis la sincérité des échanges et a été un facteur de prospérité dans le sens où elle a
attester de la vérité des comptes. C'est le principe du tiers, du regard du tiers. Nous devons aujourd'hui avoir un tiers public qui regarde la marge de l'économie et qui en intègre les externalités dans le bilan de sa comptabilité. Donc l'invention d'une comptabilité à dimension européenne et peut-être à dimension plus universelle demain est un des grands chantiers politiques, me semble-t-il, de ce début du XXIe siècle. Pour répondre à votre question sur les communs, il y a une loi qui, aujourd'hui, apparaît comme étant une matrice de changement sur cette question d'un commun qui ne se limite pas aux frontières hexagonales, ni au temps présent et à la mesure du temps de rentabilité des marchés. C'est peut-être celle du devoir de vigilance que nous avons porté dans une collégialité où beaucoup ici ont été des partenaires. Je pense à mes collègues syndicaux, mes amis syndicalistes ici aujourd'hui. Je pense au secteur des ONG qui ont été la matrice de cette révolution et du monde universitaire auquel vous n'avez pas été indifférents. Cette loi devoir de vigilance qui crée l'obligation d'un plan de vigilance entre les maisons mères, leurs filiales et les sous-traitants jusqu'au bout de la planète, et quel que soit le degré de sous-traitance ou de filiale, est un potentiel facteur de rénovation du capitalisme et de l'économie contemporaine, dans le sens où, comme le dit Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, elle inaugure, à défaut d'une gouvernance mondiale, dont nous explorons aujourd'hui les contours et qui va prendre forcément du temps, elle inaugure un principe de souveraineté solidaire des États-nations ou des communautés d'États-nations, comme l'est la communauté européenne, à la place d'une souveraineté solitaire. C'est-à-dire la capacité dans sa propre législation à intégrer le souci du fragile à travers l'être humain ou l'écosystème dont nous sommes interdépendants au bout du monde est une petite révolution. Et où intervient l'urgence écologique là-dedans et environnementale? Parce qu'elle est traitée de la même manière, parce que les principes de l'ONU, de l'OCDE, qui sont les principes de Ruggie, qui ont servi de base, c'est les principes de 2011 qui ont servi de base de visée commune pour le législateur quand il sanctionnera le défaut d'un plan de vigilance, sont les principes de Ruggie qui intègrent de façon égale les questions environnementales comme les questions de dignité du travail au sens des libertés syndicales, de l'égalité homme-femme et de l'interdiction du travail des enfants, des formes d'esclavage moderne, etc. Ils traitent les questions du rapport à la nature comme une question humaniste en les mettant au même niveau. Et je crois qu'il faut, pour éviter tout panthéisme, il faut se situer dans cette dynamique-là que la question des droits humains intègre celle de l'environnement désormais. Donc cette loi, j'ai 3 déplacements en Europe dans le mois qui vient, y compris Madrid qui promet de le mettre en œuvre, Berlin, c'était il y a un mois, à l'invitation du gouvernement. Elle connaît un certain intérêt intellectuel et politique aujourd'hui. En faire une directive européenne, la porter sur d'autres continents, me paraît être une des voies de transformation aujourd'hui parce qu'elle introduit cette dynamique de souveraineté solidaire et de co-responsabilité sur les communs et sur l'universalité des droits humains. Elle me paraît être une loi profondément humaniste et réformatrice en ce sens qu'elle fait confiance aux entreprises et aux États-nations pour elles-mêmes, sur un socle de valeurs communes, établir l'égale dignité et la protection de nos communs. Je crois que défendre en France sa mise en œuvre, qui reste encore aujourd'hui bégayante et en mode apprentissage, comme la promouvoir à l'extérieur, inaugure parmi plein d'autres champs, je pense aux traités internationaux de nouvelle génération qui limiteront le dumping social et environnemental, elle inaugure un nouveau champ des relations mondiales protectrices des communs et de l'égale dignité de la personne. C'est un renouveau de l'universalisme qui, paradoxalement, et je le dis comme élu de gauche, a été un enfant pauvre, terriblement pauvre, des dernières décennies de l'action politique. Et dans le monde du travail, on pourrait se poser la question suivante. Que devient un bien commun? Qui oublie les biens communs, et notamment les biens communs, Philippe Portier, écologiques, que sont l'eau, le climat, la biodiversité? Comment ça s'articule, bien commun au singulier et bien commun au pluriel, dans cette exigence dont on parle depuis le début de cette table ronde relative au monde du travail? Il faut, je pense, avouer quelque chose, c'est que dans l'entreprise, ces sujets-là ne sont pas abordés totalement, voire dans certaines entreprises pas du tout. C'est vraiment un progrès que nous avons à faire, en tout cas nous on plaide pour ça, pour que dans l'entreprise, on ne raisonne pas que profit économique, emploi, salaire, mais qu'on regarde aussi qu'est-ce que l'entreprise produit sur son territoire, qu'est-ce qu'elle produit en termes positifs, mais qu'est-ce qu'elle produit aussi en externalité négative, en termes négatifs. Donc, je crois que c'est en ayant ce raisonnement-là, non plus sur le seul périmètre de l'entreprise, mais sur un périmètre plus large, qui peut être le territoire, dans ce cas-là, mais ça pourrait être aussi, si c'est multinational,
un espace beaucoup plus large. Et en essayant de regarder les choses d'un peu plus haut et plus d'un point de vue territorial, c'est là qu'on arrivera aussi à faire en sorte que le bien commun ou les biens communs puissent être préservés. Alors on peut le noter, et je trouve que l'expression est intéressante. Dans le manifeste, il est question de l'entreprise bienfaisante. Et je cite le manifeste, « L'idéal de l'entreprise bienfaisante plutôt que prédatrice est atteignable », nous dit ce texte. Alors, est-ce que vous voulez réagir à ce propos particulier, Luc Cortebec, et puis au-delà, le souci du bien commun, comment cette thématique-là vous paraît essentielle et comment on peut l'articuler, articuler justement cette double exigence dont on parle depuis le début de ce colloque, urgence environnementale et urgence sociale? Je pense que les entreprises, donc, il y a différentes responsabilités dans la communauté et la communauté internationale sur ce point-là. Donc il y a naturellement la responsabilité des États et pour légiférer, parce que quand même, naturellement, de temps en temps, nous avons peur de légiférer trop, d'avoir trop de règles, etc. Mais donc à un certain moment, il faut quand même un minimum de règles. Et ça compte aussi pour les entreprises. Et surtout, les entreprises multinationales donc qui travaillent dans le monde entier, qui travaillent même avec des travailleurs de l'économie informelle dans certains pays comme le Bangladesh et d'autres, ils ont une responsabilité. Et là, je suis très content qu'il y a un pays où il y a une loi, et donc c'est en France. Oui, donc, mais c'est un bon exemple en tout cas, et je pense aussi que pour l'Europe et aussi pour le monde, c'est très important de prendre, ces exemples-là comme école, vraiment d'aller en avant, parce que je pense que, oui, les entreprises ont une responsabilité et ça va faire beaucoup de bien pour la société. Nous avons besoin des entreprises. Alors, il nous reste 10 minutes avant de passer aux questions, donc je vais demander aux intervenants d'être synthétiques. On va aborder assez rapidement la question de la qualité du travail et puis la 5e thématique, solidarité sociale et écologique. Une question simple au regard de la question de ce colloque, de la thématique de ce colloque. Qu'est-ce qu'un travail de qualité et quelles sont les conditions pour promouvoir un travail de qualité, Dominique Potier? Encore une fois, je rebondis sur ce que Luc disait. On met beaucoup en valeur aujourd'hui la raison d'être des entreprises. Et on en fait beaucoup sur cette question de raison d'être. Moi, j'aime bien, de façon très pratique, qu'on mesure leur façon de faire. Hein, c'est bien ça qu'on affirme aujourd'hui. Donc, c'est pas... j'aime bien Olivier Abel quand il nous dit « L'éthique, ce n'est pas un fanion en haut du mât. L'éthique, c'est le gouvernail. » Donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer la direction et le gouvernail plutôt que de faire de la propagande. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Et tout ce qu'on a plaidé ensemble, sans concertation, vise à ces changements en profondeur des façons de faire, qui ne sont pas, encore une fois, des handicaps pour la qualité. Qu'est-ce que la qualité du travail? Je vais faire un pas de côté, puisque le temps est compté, et je ne ferai qu'un pas de côté. Je crois qu'il y a une interaction très forte entre ce qui se passe dans le travail et ce qui se passe à côté du travail. Et je voudrais dire ici que je suis autant habité par la question de comment est-ce que je m'épanouis dans le sens et la qualité de ma relation à la nature, comme paysan, c'est quelque chose de très sensible pour moi, à la nature, aux choses, aux objets, à la relation à l'autre, qu'au lien avec cet autre temps de ma vie, qui est le temps privé, le temps non travaillé, mais qui est la poursuite d'une œuvre humanisante. Or, j'écoutais les informations tout à l'heure, et je découvrais que au café, j'entendais que 2 salariés menaçaient d'être licenciés parce qu'ils avaient refusé de travailler le dimanche dans la grande distribution. Je ne sais pas l'État et on ne va pas commenter plus parce que je n'ai pas assez le dossier. Mais c'était juste une alerte comme la Providence qui nous avait donné ce signal-là pour dire que qu'est-ce que c'est que cette société qui aujourd'hui consomme et travaille le dimanche, cette déshumanisation des temps de liberté, de créativité et de gratuité est une atteinte à la force et à la créativité du travail dans son ensemble. Je pense que la dégradation des temps
de loisirs pensés comme des récréations familiales, privées, sportives, culturelles, amicales, gratuites, toutes les formes amoureuses, de toutes les formes que l'on veut de la vie, eh bien, la dégradation par la marchandisation de ces temps-là est quelque chose qui atteint la dignité du travail. Moi, je crois qu'une des signes de la qualité du travail, c'est qu'elle permet un épanouissement de l'être dans sa plénitude en dehors du travail. Un travail qui abrutit peut se poursuivre par un abrutissement de la vie privée. Et cette double reconquête de la civilité, moi, ce que j'aime le plus dans votre manifeste, je vais vous le dire, c'est que vous pointez les régulations, les méta-régulations, les grandes régulations, des marchés, etc. Mais vous pointez aussi la responsabilité personnelle de la conversion par la simplicité, par la responsabilité de chacun des travailleurs. Et je crois que si on ne tient pas les deux, on n'est pas au rendez-vous de l'histoire. Donc cette question de la responsabilité personnelle dans l'affranchissement du consumérisme et dans la capacité à investir par sa propre créativité la responsabilité dans la dynamique de l'entreprise, quelle qu'elle soit, me paraît être un appel extrêmement précieux aujourd'hui. Ce n'est pas un manifeste que des droits du travail, c'est un manifeste des droits et devoirs qui est impliqué sur cette question de la dignité du travail. Et finalement, la qualité du travail, c'est aussi lié à la qualité des relations. Je cite le manifeste, la qualité des relations doit être valorisée et mise en exergue parmi les employés, les clients et les ressources dans les stratégies de développement des organisations. J'imagine que ça, c'est une phrase qui vous parle, Philippe Portier. Oui, rapidement, j'ai été effectivement sensible à ce passage-là du manifeste, de même qu'il parle aussi du management qui a tendance à s'universaliser et pas le bon. Je crois qu'effectivement, mais ça ressort très fortement quand on interroge les salariés. Un salarié qui ne fait pas un travail de qualité, il ne peut pas être heureux dans son travail. C'est évident. Donc c'est la qualité du travail, mais c'est aussi le travail de qualité. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise l'ont oublié. J'ai toujours été surpris quand on visite par exemple une usine automobile, on va devant une chaîne d'assemblage et on voit un salarié qui répète les mêmes gestes je ne sais pas combien de fois par jour. Et quand on l'interroge sur ce qu'il fait et à quoi ça sert, il est incapable de répondre. Je veux dire, donc là, on a vraiment perdu le sens du travail. Et je crois que le syndicalisme a une certaine responsabilité par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on s'est énormément préoccupé d'emploi, et bien sûr qu'il faut s'en préoccuper de l'emploi, mais des fois on a délaissé un petit peu la question du travail. Donc tout l'enjeu, c'est aussi pour les syndicalistes de retrouver la proximité des salariés, retrouver les salariés sur leur travail, dans leur travail, et d'échanger avec eux de manière à ce que leurs conditions s'améliorent. J'ai une assez grande méfiance pour certaines formes d'organisation du travail. On parle d'entreprises libérées. Ça paraît très beau, ça paraît très sympa. Quand on creuse un peu, ça a quand même un gros défaut, c'est que l'entreprise libérée, alors certes ça libère l'entreprise, mais ça ne libère pas le salarié. Parce qu'en fait, le résultat de cette entreprise libérée, c'est simplement qu'on responsabilise beaucoup plus les salariés. Et on les responsabilise au-delà des revenus ou de la classification qu'on leur accorde. Donc soyons très méfiants. L'entreprise, ça doit rester quelque chose où il y a un patron et où le patron peut co-décider, certes, avec les représentants des salariés, mais il est là pour décider, mais aussi là pour être responsable, hein, comme c'est dit. Il est là pour être responsable en bien et en mal. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier ça et faisons attention à ces nouvelles formes d'organisation de travail qui paraissent très sympas, mais qui sont en fait, je pense, assez perverses et dangereuses. Alors sur cette question de la qualité du travail, Luc Kortebek, pour vous, un travail de qualité, c'est quoi? Maybe I start with an example. If we have, we're looking every year, we have 100,000 deadly victims in situations of war. 100,000. If we are looking to the world of work, we have 2.8 million people dying every year from diseases on work and work accidents. So let's look to this reality. This is the reality of work today, at this moment. So, and
And I agree totally with my colleagues, Philippe and Dominique, that if you're looking to the new kind of work, the gig work, the crowd work, the small jobs, and they are bringing us again, and that the Commission is telling this very clearly, it's bringing us again to 19th century situations. We need to refuse the ideas about the end of the employment relationship, that everyone can be director of his own life, and then we are putting people like this in bogus self-employment without any protection. And this, if we are looking to work and the importance of work for a community, and that's what we are telling in the manifesto, in fact, we are individualizing people, and it will become very difficult to have them, to organize them, and to... So, the quality of work, we believe that it is possible, and we need to organize also this kind of platform work. Donc la transition est toute trouvée pour le cinquième et dernier point. Je vous demande d'être vraiment très synthétique pour laisser le temps à ceux qui participent à ce colloque de pouvoir participer, de pouvoir intervenir. Comment, alors justement, dans la suite de ce que vient de dire Luc Kortebek, comment assurer la défense d'une solidarité sociale et écologique? Et puis, je vous pose une deuxième question qui est liée à un peu un propos conclusif que je vous demanderai d'apporter. En quoi la transition écologique et sociale concernant le travail est une question urgente et prioritaire, donc une double question. Comment assurer la défense d'une solidarité sociale et écologique et en quoi c'est urgent aujourd'hui de se mettre en mouvement pour agir. Dominique Potier. J'aime bien cette idée de sortie de l'individualisme et d'un nouvel âge de la mondialisation, qui sont un peu les deux pôles du combat pour le travail que vous menez, si on l'élargit, si on leur situe dans un contexte plus large. La sortie de l'individualisme, parce que Cynthia Fleury appelle l'individuation, c'est-à-dire la capacité qui reprend, dans d'autres termes, la visée personnaliste, c'est l'accomplissement de la personne dans son œuvre, avec et pour les autres, dans la relation aux autres et dans la quête d'un bien commun. Et c'est cette personne, avec et pour les autres, dans des institutions justes, dans la quête du bien commun, de ce qui est juste, qu'il nous faut aujourd'hui bâtir dans la relation au travail. C'est la visée tout à fait explicite qui est celle du manifeste qui est posé aujourd'hui, qui, encore une fois, n'a peut-être pas assez exploré, c'est la seule critique que je lui ferai, la question des formes d'entreprise et des régulations internes à l'entreprise. Je crois qu'il évoque bien les régulations macro, les relations internationales, la question de la justice des prix et de la rémunération. Il aborde peut-être pas assez la question de la gouvernance elle-même de l'entreprise comme un facteur de changement important. Après tout, est-ce que nous pouvons imaginer demain que, avec un peu d'audace, que les formes de l'économie sociale et solidaire dans leur diversité deviennent la norme et que les formes d'actionnariat actuelles deviennent une exception? Est-ce qu'on peut avoir un changement de paradigme à ce niveau-là qui restitue le travail comme une participation au deux sens du terme, au sens démocratique, du sens d'un élan civique, et d'autre part d'une œuvre dont on perçoive l'essence et dont on soit sûr qu'elle contribue au bien commun. C'est en tout cas la visée qui serait la mienne, qui suppose qu'au-delà d'un chemin politique, nous ayons une société, nous refassions une société capable de donner à chacun cette capacité spirituelle à se situer dans le temps, dans l'espace, dans la relation aux autres. Et ça, c'est le combat d'une civilisation qui fera cette conversion ou qui mourra, j'en suis absolument convaincu. Enrico Letta, invité à l'Assemblée nationale par Esprit civique, nous disait récemment que les Européens étaient 20% du monde à la déclaration de Schuman, ils seront 5% du monde en 2050. S'ils n'ont pas une boussole éthique qui permet de déterminer un ethos de l'entreprise européenne, qui leur permette de dialoguer avec le reste du monde en matière de commerce, de diplomatie, de sécurité et de développement, ils disparaîtront avec tout l'héritage qui est le leur. Alors qu'au contraire, une dynamique de l'entreprise européenne fondée sur les principes que vous évoquez autour du travail, sur les principes de bien commun, de respect d'une nature alliée et de relations sociales équitables, peut ouvrir un nouvel âge de la mondialisation. Donc voilà un petit peu les perspectives qui sont les miennes. Elles sont fondées à chaque fois, et j'en finirai là-dessus, sur la question du partage. C'est vraiment la question
qui est obsessionnel pour moi, le partage entre les biens matériels et les biens immatériels, le partage entre les uns et les autres, entre les nations et à l'intérieur des nations. Cette question du partage qui est la grande question du XXIe siècle, si nous pensons que dans les 10 ans, nous devons réduire notre croissance ou changer de modèle de développement pour survivre en tant que maison commune, alors la question du partage devient un impératif. Or, cet impératif n'est acceptable que s'il est nourri d'une visée spirituelle qui nous fait découvrir d'autres biens que matériels. Et c'est le grand défi qui est devant nous, auquel participe, je pense profondément, la reconception du travail que vous avez élaboré. Philippe Portier, même question. Que signifie pour vous défendre une solidarité sociale et environnementale rapportée au monde du travail? En conclusion aussi, voilà, n'hésitez pas à élargir au-delà de cette question. Comme je l'ai dit, selon moi, elle est inhérente à la transition écologique, tout simplement parce que pour qu'il y ait cette transition, il faudra être juste, certes, mais aussi agir collectivement. C'est ce qu'on a essayé de faire dans notre pacte du pouvoir de vivre, c'est-à-dire il y a plusieurs organisations syndicales, mais il y a aussi des associations qui travaillent dans le domaine de l'écologie, il y en a qui travaillent dans le domaine de la pauvreté, il y a des ONG, et c'est comme ça. Et le travail que vous avez fait, le manifeste que vous avez produit, le montre. C'est en échangeant, en se parlant, qu'on apprend, qu'on évolue dans notre pensée, et qu'on arrive à dessiner ce dont Dominique parlait, une nouvelle mondialisation basée sur des valeurs complètement différentes des valeurs actuelles. Donc je crois que la voie, elle est celle-ci. Il faut, je pense, arrêter de parler, à un moment donné, et aussi agir, parce que si on regarde un peu la sphère politique, c'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs aussi, tous les politiques parlent de l'écologie, abordent le problème, mais quand on regarde concrètement ce qui est mis en œuvre, on peut être inquiet. C'est-à-dire qu'on est encore très loin du début de la vraie transformation qui devra avoir lieu. Il faut le rappeler, on n'a pas le choix, tout simplement, parce que ce qui est en jeu, c'est tout simplement l'humanité et la survie de l'humanité. Luc Cortebec, je vous laisse le mot de la fin sur cette question de la solidarité sociale et écologique rapportée au monde du travail, solidarité à défendre et à promouvoir. Oui, je vous remercie pour l'invitation aussi, c'est très intéressant et je vous félicite aussi pour le manifesto qui est très intéressant. Je pense et je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, il faut le faire. Donc, ce sont les organisations syndicales, ce sont les ONG. Donc, il y a différents types d'organisations comme les vôtres. Et ils sont toutes ces organisations sont importantes et il faut coopérer parce qu'en fait, les valeurs que nous voulons vont dans la même direction. Et donc, la transition sera difficile. La transition vers un monde plus écologique, un transfert vers plus de digitalisation, ça va être dur. Hein? Donc, et on n'est pas préparé. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas, par exemple, de dire « Ok, on remercie 2000 personnes dans une entreprise, mais la bonne nouvelle est qu'on a besoin d'autres, qu'on a besoin de 1500 d'autres qui sont plus spécialisés, etc. » Ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller vers une transition juste, ce qui veut dire qu'il faut donner des chances, des possibilités, des opportunités à ces gens-là. Il faut les guider, les accompagner. C'est ça. Donc, il y a des possibilités, mais il faut les utiliser. Pour ça, il faut mettre le monde politique, c'est le monde des entreprises, c'est le monde syndical. Et avec les ONG, il faut se mettre ensemble pour travailler dans cette direction-là. Merci beaucoup à chacun d'entre vous qui est intervenu dans cette table ronde. On a 10 minutes, montre en main, puisqu'il y a des impératifs pour certains des intervenants de cette table ronde. Donc, on va essayer de respecter ce temps imparti. Donc, vous avez des micros devant vous. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous le faites. Et si votre question est adressée à telle ou telle personne en particulier, vous le précisez.
Merci. Pour Dominique Potier, mais les trois intervenants, j'ai eu une idée quand vous parliez de nouvelle comptabilité qui est pas très originale, mais ce serait une sorte d'IDH, nouvel indicateur. Alors pourquoi pas réfléchir à un indicateur de transition écologique solidaire avec tous les intervenants. Il y a des économistes, mais aussi, je pense que ça peut être intéressant d'associer les politiques, même des philosophes, ou avec un indicateur, voilà, transition sociale solidaire, qui pourrait, ça pourrait commencer de manière locale et être proposé plus tard, voilà. Alors, on va prendre une deuxième question, puis ensuite on va répondre. Une deuxième question au sujet de la. Oui. Alors, oui, monsieur. Alors, on va prendre une jeune femme parce que on va essayer d'équilibrer nos. Au fond. Oui, ma question s'adresse à un peu qui voudrait y répondre. On a beaucoup parlé de travail décent, d'opportunités égales pour tous et d'égalité des chances dans la transition écologique. Donc ma question, c'est de voir comment on fait en sorte aujourd'hui que les entreprises qui travaillent dans la transition écologique ne reproduisent pas tous ces schémas de discrimination et d'exclusion au travail. Donc par exemple, notamment je parle de discrimination liée au genre, liée à l'origine sociale ou encore à la religion. Comment on fait en sorte que clairement cette transition écologique soit véritablement inclusive, pas comme on le voit actuellement dans les entreprises? Donc la question des indicateurs et puis la question qui vient de poser concernant l'entreprise. Voilà, soyez assez synthétique pour répondre à cette double question. Dominique Potier. On a voté il y a 4 ans une loi députée écologiste qui s'appelait Eva Sass, qui visait à évaluer les politiques publiques avec des indicateurs des droits humains. On ne l'a jamais fait. Et je crois qu'il faut distinguer deux choses dans votre proposition, et je l'ai fait mienne volontiers. C'est d'une part, évaluer chaque politique publique en cela qu'elle réduit ou non les inégalités, au sens du pouvoir de vivre, de la capacité, comme dit Amartya-Sen, pas seulement des égalités matérielles, même si elles sont très fortement corrélées. Mais donc, réduction des inégalités et empreinte écologique. Cette mesure publique, à quelle journée du dépassement elle nous amène-t-elle? En quoi elle augmente la cohésion et le sentiment de communauté, au contraire, où elle fragmente la société? Voilà, 2 indicateurs, on pourra en jeter 3, 4, mais il faut une évaluation de nos politiques publiques plus rigoureuse. D'autre part, il faut créer publiquement un instrument de mesure des entreprises qui, par la transparence, donne aux citoyens le pouvoir de transformer l'économie. C'est ce que j'ai développé et je n'y reviens pas. C'est 2 choses différentes et tout à fait complémentaires. Philippe Portier, Luc Kortebeck. Philippe Portier, est-ce que vous voulez ajouter un mot sur Oui, rapidement. L'idée peut être bonne, ça dépend ce qu'on en fait. Tout ce qu'on sait déjà, c'est que l'indicateur de croissance, tel qui sert de boussole à toutes les entreprises et à beaucoup de composantes de la société, cet indicateur est pas le bon. Et de même parler de décroissance, selon nous, c'est pas le bon indicateur, puisque on fait appel aux mêmes références. Ce qu'il faut arriver à faire, et ça on pourrait peut-être essayer de le mesurer, c'est une croissance de l'utile et une décroissance de l'inutile. Et ça peut être une décroissance de biens matériels, et ça peut être une croissance de biens plus intellectuels, philosophiques. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'on pourrait essayer de mesurer les progrès. Et ça rejoint peut-être aussi la deuxième question sur des entreprises davantage inclusives en termes de transition écologique, en termes d'urgence sociale. Ça peut se traduire concrètement dans les entreprises, dans la gouvernance des entreprises? Ça peine à se traduire. Enfin, dans certaines entreprises, c'est en cours. Certains projets d'entreprise sont là-dessus. Dominique parlait d'une entreprise, d'un IME, je crois. Moi, j'ai le cas d'une association, d'une fondation qui s'appelle AMIPI, qui emploie 600 salariés qui ont un handicap mental. Et si vous pouviez voir le travail que fait cette fondation pour faire en sorte que le travail permette, ils allient en fait process industriel de travail et thérapie par rapport au déficit mental. Et c'est tout à fait impressionnant
de voir que des salariés qui rentrent et qui sont autistes et qui sont incapables de parler à quelqu'un, au bout de quelques années, peuvent prendre la parole, encadrer d'autres handicapés. Donc voilà, enfin, je pense qu'on peut vraiment arriver, en transformant l'entreprise aussi dans son organisation du travail, à faire en sorte que le travail soit... ça produit, c'est un rendement économique ce travail-là, mais ça produise aussi une vraie inclusion de toute la société. Parce que, enfin, on parle souvent de gens qui ne souffrent pas de handicap, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui sont impactés par un handicap. Luc Cortebec. Oui, donc, en étant d'accord avec mes collègues, je voudrais ajouter l'élément de discrimination et de genre. Donc, moi, je pense aussi que dans les indicateurs, donc il faut vraiment mesurer les éléments de discrimination ou de non-discrimination, l'égalité de genre, etc. Je pense que ce sont des éléments qu'il faut rapporter pour pouvoir et mesurer pour avoir des objectifs corrects par après et des objectifs concrets. Il faut travailler vers des objectifs concrets parce que maintenant on parle des grands principes, mais pas suffisamment aussi au niveau des différentes entreprises vers des objectifs très concrets aussi sur les différentes formes de discrimination, handicap, genre, etc., religion. Alors, je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres questions. Malheureusement, il est 13 heures. Je me tourne vers les organisateurs. Je ne sais pas où ils sont. Là-bas. Donc, c'est ça. Ça veut dire on doit s'arrêter.